Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 164e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 22 juillet, il est exactement 18h35 et nous allons, comme lors des 3 prochains épisodes de Pause Report, parler bien évidemment des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui, pour les épreuves de voile, débutent dimanche prochain, 28 juillet, du côté de Marseille. Pour comprendre comment on se sent à quelques jours de l'épreuve la plus importante en matière de voile légère, nous recevons 3 invités qui ont chacun déjà disputé ces Jeux Olympiques. Le premier y a participé 2 fois en 2012 et 2016. Il a été médaillé de bronze en fine à Londres en 2012. Il sera d'ailleurs consultant sur les antennes de France Télévisions pour ces JO de Paris 2024. C'est un habitué de Pause Report, c'est bien évidemment Jonathan Labert qui est chez lui du côté de La Rochelle. Salut John. Salut Axel. La seconde a terminé 6e des Jeux Olympiques de Rio en 2016 en 49er FX aux côtés de Sarah Steyert. Elle a encore postulé à la sélection pour ces Jeux de Paris 2024 avec Mathilde Lovadina. Il s'agit d'Aude Campan qui est quant à elle à poste à Marseille. Bonsoir Aude. Bonsoir. Tandis que notre troisième invité sort lui aussi d'une préparation olympique, cette fois en 49er, peut-être la dernière, il va nous en parler. Il était également à Rio en 2016 avec son fidèle partenaire Noé Delpech, avec une 5e place à la clé qui est à ce jour la meilleure performance française dans cette série. Il s'agit de Julien Dortoli qui va également suivre de près ces JO sur l'eau. Il va nous raconter comment. Bonsoir Julien. Bonsoir Axel. Eh bien, messieurs, dames, avant de vous donner la parole, je vais faire une rapide présentation de ces Jeux de Paris 2024 pour la voile qui se disputent donc à Marseille avec des épreuves prévues du 28 juillet au 8 août. 10 séries sont en lice, dont une complètement nouvelle, le kitefoil féminin et masculin, tandis que la planche RSX a laissé sa place à un support à foil, l'IQ Foil, et que le 470 est passé en format mixte. Les autres séries sont le NACRA 17, le 49er et le 49er FX, l'ILCA 6 et l'ILCA 7, anciennement appelés laser radial et laser. L'équipe de France est composée de 14 athlètes avec dans certaines séries de très bonnes chances de médaille, voire de titres. On va en parler. On va citer ces 14 athlètes, Lauriane Nolo et Axel Mazzella en kitefoil, Hélène Noesmoen et Nicolas Goyard en IQ foil, Lou Berthomieux et Timur Orniac en NACRA 17, Camille Lecointre et Jérémy Mion en 470, Erwan Fischer et Clément Pékin en 49er, Charline Picon et Sarah Steyert en 49er FX, Louise Cervera en ILCA 6, et Jean-Baptiste Bernaz, qui va disputer ses 5e Jeux en ILCA 7. L'objectif qui leur est assigné par la Fédération française de voile est de faire mieux qu'en 2021 à Tokyo. Tokyo où la France avait décroché 3 médailles, 2 en argent pour Charline Picon et Thomas Goyard en planche, et une en bronze pour Camille Lecointre et Aloïse Retornaz en 470 féminin. Voilà pour cette présentation des JO de Paris 2024. On va peut-être commencer par vous demander à tous les 3 comment vous allez vivre ces Jeux. On va commencer honneur aux dames avec Aude. Comment toi tu vas vivre ces Jeux de Paris 2024 ? Du coup, moi, je vais les suivre de près. En fait, donc moi, sur cette Olympiade, l'objectif, c'était de se sélectionner avec Mathilde. On n'a pas été sélectionnés, mais on a été, partenaire d'entraînement de Sarah et Charline. Et donc, forcément, le FX, c'est la discipline que je vais le plus suivre, mais toutes les autres disciplines m'intéressent aussi. Et j'ai eu l'opportunité d'être engagée en tant que bénévole sur les JO. Donc, je serai soit sur l'expérience spectateur à terre, soit driver pour watt sailing sur l'eau. Donc, c'est en train de s'affiner. Mais je serai sur place, en tout cas,
sur site. Donc tu vas te plonger au cœur de ces jeux. On va reparler tout à l'heure des rôles de partenaires d'entraînement. Julien, j'ai l'impression que ton rôle sera peu ou prou similaire à celui d'Aude sur ces jeux. Ouais, tout à fait. Moi, ouais, comme Aude, hein, on a avec Noé, on a été partenaire d'Erwan et Clément. Donc, c'est sûr que notre premier, on va suivre ça à bloc. Et ensuite, alors moi, j'ai pour les jeux, je vais passer par TV Monaco au début. Ensuite, je serai sur l'eau avec Paris 2024. Et pour les finales, je serai consultant pour Eurosport. Voilà, je vais suivre ça de près sur l'eau, enfin voilà, de partout quoi. D'accord, donc toi t'es multitélé, quoi. Tu passes d'un Ouais, support à l'autre. ouais, c'est parti là. D'accord. Et ça commence, tu commences tu fais déjà des présentations en amont sur ces différentes chaînes ou tu commences vraiment le jour des jeux? Je commence le samedi 27 Ouais. pour Monaco. Après, je suis sur l'eau à Marseille et je commence pour Eurosport le 1er août. Voilà, c'est mon planning. Tu sais tout. Bon. Jonathan, toi, tu vas aussi commenter les jeux pour France Télévisions. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait et quel va être ton rôle, j'imagine, de consultant comme Julien. Oui, absolument. J'aurai la chance d'être consultant pour France Télévisions. Moi, ça s'est fait en plusieurs temps. J'ai échangé avec eux sur la possibilité d'intervenir pour avoir un expert qui connaît très très bien la discipline et qui connaît aussi très très bien les athlètes. L'idée, c'était de pouvoir rendre cette discipline fantastique accessible au plus grand public. Donc, j'ai réussi à les convaincre de faire le binôme avec Gaël Robic qui va m'accompagner pendant toute la quinzaine. Nous, on débute dès le 27, on sera sur site pour commenter dès le début des épreuves, essayer d'amener un maximum d'images et de pouvoir expliquer tout ce qui se passe sur l'eau de manière quotidienne pour que le plus grand public puisse découvrir cette activité. Bon, les journées vont être assez longues. Vous avez un bon spot avec vue sur le plan d'eau avec France Télévisions? A priori, on devrait être dans la marina. J'ai pas encore tous les détails parce que je suis pas encore sur le site. Là, je vais m'y retrouver dès vendredi prochain. Mais je pense qu'on va être dans une petite cabine. On n'a pas besoin de beaucoup de place, hein. Il nous faut quelques écrans, un micro, et puis de toute façon, comme le savent très bien les autres aussi, on voit pas très bien quand on est sur l'eau. Ça va être beaucoup plus facile pour nous de suivre et de pouvoir commenter grâce aux différents outils comme les GPS ou les différentes images qu'on pourrait avoir de drones ou autres. Donc, on va vraiment s'appuyer sur la couverture média pour pouvoir amener les meilleures, je dirais, explications au grand public. Aude, tu es sur place, tu l'as dit, hein, tu as aussi tu es encore partenaire d'entraînement des sélectionnées françaises Charline Picon et Sarah Seyert. Raconte-nous un peu comment est l'ambiance sur place. Est-ce qu'on ça y est, on sent qu'on est quasiment dans les jeux? Alors du coup, nous, avec Mathilde, notre travail de partenaire s'est arrêté il y a 10 jours parce qu'en fait, dans la dernière ligne droite, justement, il y a que les sélectionnés qui ont le droit de rentrer sur la marina olympique. Là, il y a un système d'accréditation, c'est hyper sécurisé. Et donc, on a lâché, on va dire, nos poulines il y a 10 jours. Et donc là, j'ai pas mis les pieds depuis le dernier entraînement dans la marina. Et donc, je sais pas, mais j'imagine que oui, c'est en train vraiment de bien se finaliser. On voit les images sur les réseaux de tous les athlètes. Et donc, ils ont déjà intégré l'hôtel, les bateaux sont stickés. Donc, ça y est, on s'approche du vif du sujet. Julien est dans Marseille même. On sent que Marseille est passé en mode olympique. Est-ce que les gens s'intéressent se rapprochent un peu de la marina, posent des questions? Comment raconte-nous un petit peu sur place? La semaine dernière, c'était assez calme. En fait, c'était un peu la semaine de repos. Tous les athlètes sont un peu rentrés chez eux, notamment Erwan et Clément. Ils sont tous revenus ce week-end et pas plus tard qu'hier, il y a eu un orage, un truc qui est incroyable. Il a plu toute la journée. Il y a eu 30 nœuds de Mistral. Du coup, l'Yvonne a débordé. Enfin, c'était vraiment, franchement, c'était cauchemardesque. Du coup, personne n'est allé sur l'eau. Et ce matin, tout le monde est allé naviguer. Il y avait un petit Mistral. C'est vrai que du coup, aujourd'hui, c'était magnifique. La rade était pleine. Il faisait grand beau. Il y avait des trains de houle de 2 mètres de houle, chose qui est très rare l'été. Voilà, parfait, évidemment. Évidemment, les conditions seront pas celles qu'on connaît, ça on s'y attend. Mais ouais, aujourd'hui, ça avait vraiment une tête Jeux Olympiques. Puis après, quand j'arrive sur la marina, c'est vrai qu'il
et tu vois les bateaux qui mettent à l'eau, il y a tous les drapeaux, il y a tous les conteneurs, il y a l'espace public qui est prêt. C'est floqué de partout, c'est piéton. C'est vrai que là, on sent l'ambiance prendre, mais surtout, je pense qu'il y a vraiment changé aujourd'hui. C'est la rade pleine de bateaux. C'est clair, ça donne, ça, on voit que ça va partir, quoi. Ouais. On va continuer avec toi, Julien. Donc, vous étiez candidat au fameux Sésame olympique, hein. On rappelle qu'il y a une place par pays dans les 10 séries olympiques qui sont en jeu sur les Jeux olympiques de Paris 2024 et sur les Jeux en général. Raconte-nous un petit peu comment s'est passée cette Olympiade. Est-ce que tu as l'impression que vous ratez la sélection de beaucoup? Vous aviez quand même fort à faire avec de sacrés clients qui ont été en plus champions du monde. Raconte-nous un petit peu résume-nous rapidement cette Olympiade avec Noé. Ouais, voilà, je te résume. Donc avec Noé, il y a 2 ans, hein, l'été 2022, enfin ça a commencé un petit peu avant, mais bon, on se dit, écoute, pourquoi pas, on n'essaierait pas de tenter notre chance pour les jeux de Marseille, enfin les Jeux de Paris à Marseille, et on se lance dans ce pari un peu fou parce que Noé avait pas arrêté, mais moi j'avais pas fait de Forti depuis 6 ans. Du coup, au début, j'ai un peu couiné, mais c'est petit à petit, ça a été super long, le temps de retrouver le niveau technique, physique. Puis il y a une vraie question de poids. Les gabarits ont pas mal augmenté depuis Rio. Du coup, il a fallu aussi se mettre au poids. Du coup, il s'est passé aussi par beaucoup de prépa physique. Bref, et on est finalement revenu. Je pense qu'on est revenu à peu près. On était plutôt bon pour on va dire le championnat d'Europe qui a eu lieu en novembre 2023. Voilà, avant ça, on était quand même, on avait trop de trous dans la raquette pour vraiment être compétitif. Donc, on a fait ce championnat d'Europe qui était sélectif, qui a été remporté par Lucas et Émile. Donc, un championnat d'Europe très typé dans du petit temps. Bon, bravo Lucas et Émile qui ont remporté ce championnat. Et ensuite, l'autre sélection, c'était. Je rappelle juste les noms, hein, Lucas Rual et Émile Amoros. C'est ça. C'est ça. Et nous, avec Noé, on a terminé 15e. Erwan et Clémence. Donc, Clément avait navigué avec un jeune barreur, Mathias Berthet, qui est franco-norvégien. Et ils avaient terminé à une très belle 16e place, donc avec ce jeune barreur. Et ensuite, donc, il y avait je rappelle, ouais, parce que Erwan, je pense que tout le monde connaît l'histoire, parce que Erwan s'était blessé au dos. Blessé, ouais. Et du coup, ensuite, donc il y a eu cet hiver qu'on a fait. Donc là, c'était Noé qui s'est fait opérer de l'épaule pour notre équipage. Et eux, Erwan et Clément étaient revenus. Donc on a fait cet hiver ensemble à Villamoura, puis à Lanzarote, où moi j'ai navigué un temps avec le super équipier Yoann Bertin, qui avait remplacé Clément l'an dernier avec Erwan, et donc avec qui j'ai navigué tout cet hiver, le temps de retrouver Noé. Donc on a fait cet hiver avec Erwan et Clément, donc à Villamoura puis à Lanzarote, et donc il y avait cette qualif au championnat du monde, donc la dernière épreuve de sélection, où Erwan et Clément se présentaient avec une 2e place au test event, Lucas et Émile avec un titre de champion d'Europe. Donc on savait que la barre était assez haute, mais on s'est fait avec Noé, on s'est fait un super championnat. Franchement, on s'est éclaté. On a gagné 4 manches, on a pris des gros starts, on allait vite. Franchement, c'était puis on avait retrouvé notre niveau, on va dire technique, qui nous permettait de jouer. Donc franchement, c'était top. On a terminé 9e. Le travail qu'on avait fait l'hiver aussi avec Erwan et Clément avait vachement payé. Et eux, on n'en parle pas. Ils ont explosé l'épreuve. Ils ont survolé. Ils ont navigué d'une façon incroyable. Ils allaient très très vite et ils ont été champions du monde. Donc comme ça, il n'y a pas eu de débat comme ça. Ouais, donc finalement, moi, pas forcément des regrets immenses au regard de ce résultat. Non, avec Noé, on était super contents de la façon dont on avait navigué. Voilà, pas plus que ça. On avait l'impression qu'on avait fait le job d'arriver à revenir un top 10 2 ans après, à 40 balais. Voilà, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal, effectivement, parce que c'est quand même une série très très physique. Aude, toi en 49er FX, il y avait pas mal de concurrence, hein. Vous étiez 3 duos pour une place, donc le tien avec Mathilde Lovadina, il y avait Lara Granier et Amélie Rioux, et donc celles qui ont été sélectionnées, Charline Picon et Sarah Steyert. Comment s'est passée cette Olympiade pour toi, et comment tu as encaissé, du moins, comment tu as accepté la sélection qui était moins évidente, hein, parce
Et raconte-moi un peu comment s'est passée cette Olympiade et comment vous avez encaissé ou je sais pas si c'était difficile à encaisser ou pas, mais l'annonce de la sélection, parce qu'on rappelle que dans cette série, les trois duos étaient très proches. Oui, alors du coup pour moi et notre équipage avec Mathilde, c'était un peu un challenge parce qu'en fait donc moi après l'Olympiade de Tokyo où j'avais pas été sélectionnée, je me suis arrêtée de naviguer pendant 1 an et demi pour finir mes études. Et à la fin de mes études, du coup, Mathilde m'a proposé de repartir pour faire un équipage avec elle. Et j'ai tout de suite dit oui, parce que j'avais très envie en tout cas de repartir pour Paris et naviguer à la maison. Et donc, on savait qu'en 2 ans, vu qu'on était un équipage, on se connaissait pas en fait. Il y avait un peu tout à faire. Et malheureusement, pendant cette préparation de 2 ans, on a été coupés pendant 6 mois de navigation ensemble parce qu'en fait, moi, j'ai eu une grave blessure pendant l'hiver 2023. Je me suis blessée au pied lors une compétition à Lanzarote. Et donc, pendant 6 mois, Mathilde a essayé quand même de continuer à naviguer, tout ça, mais forcément, comme on était un jeune équipage, c'était pas bon pour nous de se couper de navigation ensemble et de compétition. Et on a notamment loupé 3 épreuves de sélection. Et donc du coup, quand je suis revenue sur le bateau, je suis revenue en août 2023 et il nous restait 2 épreuves de sélection, le championnat d'Europe dont parlait tout à l'heure Julien et le championnat du monde donc au championnat d'Europe, on fait les 3 Françaises ont fait une belle performance parce que sur les autres épreuves de sélection, il n'y avait pas eu de coup d'éclat. Et là, c'était un peu la première régate où les 3 Françaises faisaient quelque chose de joli avec Sarah et Charline qui font 6e, donc le premier top 10 des FX français. Nous, on fait 12e et 8e française et Lara Amélie juste derrière 13e et 8e européenne et Lara Amélie 9e européenne. Donc c'était pas mal et en fait finalement on était un peu loin des étrangères, mais tout pouvait se jouer pour nous départager au championnat du monde. Donc avec Mathilde, on a réussi en tout cas à retrouver notre niveau technique en arrivant sur ce championnat du monde. Et là, ça a été un championnat avec quand même pas mal de vent. C'était plutôt typé gros gabarit et c'était pas vraiment le point fort de nous, les 3 Françaises. Et donc sur ce championnat du monde, on n'a pas vraiment perfé. Lara Amélie, c'est les premières Françaises et elle termine un peu au fond du rond or. 20e, j'ai vu. Voilà, ouais, c'est ça, sur 25 du rond or. Et Sarah, Charline et nous, on est même rond argent, donc vraiment pas concluant. Et donc je pense que ça a été très difficile pour le comité de sélection de choisir un équipage parce à part ce championnat d'Europe, il n'y avait pas eu de gros coups d'éclat. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi Sarah et Charline parce qu'en fait c'est les seules qui ont fait un top 10 sur toute Olympiade. Et après, au-delà de ça, elles ont quand même aussi une réelle expérience sur les Jeux Olympiques. Enfin ça, je pense que niveau mental, elles sont rodées. Et je pense que c'est ce qui a penché aussi dans la balance pour le comité de sélection. Et du coup, forcément, on était un peu déçus, hein, mais avec Mathilde, on s'était déjà dit en amont, si jamais on n'était pas sélectionné, on avait la volonté de faire partenaire d'entraînement. Parce que pour moi, je trouve que ça permet de conclure un peu tout ce travail. On est souvent, en fait, on s'entraîne ensemble, mais en même temps, c'est la compétition, donc on est quand même moins dans l'échange que si on était une seule et même équipe. Et donc là, pour moi, j'avais vraiment envie d'être dans une équipe avec un seul objectif, faire augmenter du mieux possible le niveau de jeu de Sarah et Charline et les aider en tout cas à aller chercher une médaille pour la France qu'on n'a jamais eu encore en fixe. Donc voilà, c'était un peu le challenge de ces derniers mois. Vous allez nous raconter un petit peu dans le détail ce rôle de partenaire d'entraînement. John, toi, les Jeux, ça s'est arrêté, en tout cas l'aventure olympique s'est arrêtée après Tokyo. Tu ne t'es pas qualifié pour les Jeux de Tokyo. On rappelle que tu avais été médaillé de bronze en fine à Londres en 2012 et tu as participé aussi aux Jeux de Rio comme Aude et Julien. Il n'y a pas eu de regret de tourner cette page. Tu t'es pas dit, par exemple, comme une Charline Picon qui a changé de support
en passant de la planche au 49er FX, tu t'es pas dit, tiens, est-ce que parce que le film s'arrêtait après les Jeux de Tokyo, tu t'es pas dit, tiens, est-ce que j'essaierais pas de me relancer dans une autre série? Non, absolument pas. Moi, je pense que j'avais fait mon temps. Tu sais, on en avait déjà parlé dans un autre podcast. J'étais très heureux du parcours accompli. Et puis aussi, il faut pas se mentir, hein, aujourd'hui, la voile olympique, compte tenu des choix qui ont été faits dans les séries, pour un gabarit comme le mien, j'avais pas vraiment d'option non plus. Donc, ça n'a pas vraiment été une option à laquelle j'avais vraiment réfléchi. Donc, j'étais prêt à tourner cette page-là et à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Donc, il y avait pas d'amertume de ce côté-là. On va parler de ce rôle de partenaire d'entraînement. John, toi, tu as eu des partenaires d'entraînement quand tu préparais les Jeux. Je ne sais pas si tu l'avais été avant Pékin en 2008. Est-ce que tu peux nous expliquer, et après on va demander à Aude et Julien, en quoi ça consiste, ce rôle? Oui, absolument. Alors souvent, le partenaire d'entraînement, il est aussi, dans la plupart des cas, remplaçant. C'est-à-dire qu'il peut remplacer le sélectionné si jamais il y a une blessure ou qu'il peut pas participer aux JO dans les derniers mois. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc ça lui permet à lui de rester actif, concentré et de toujours dans cette démarche de préparation au cas où. Mais surtout, le vrai job du partenaire d'entraînement, c'est d'essayer de permettre aux sélectionnés d'arriver dans les meilleures conditions possibles pour avoir un maximum de chances de décrocher la médaille au bout du compte. C'est vrai que pendant 4 années, on est à la fois partenaire, mais on est aussi très souvent ensemble, donc on partage énormément de choses et il y a aussi d'autres liens qui peuvent se développer. Et c'est vrai que souvent, au bout du compte, c'est avant tout un travail d'équipe, comme je le rappelle souvent, pour aller décrocher cette médaille. C'est vraiment tout un travail qui a été fait en amont et le rôle du partenaire dans la dernière ligne droite est absolument primordial pour pouvoir performer au bout du compte. Julien, est-ce que c'est facile de passer de tout d'un coup de concurrents que vous étiez pour la sélection olympique avec Erwan et Clément à partenaires et il faut vite switcher de mode mental ou est-ce que ça se fait naturellement pour toi et Noé, vous avez tout de suite accepté de jouer le jeu? C'est vrai on a vraiment travaillé avec Erwan et Clément cet hiver ensemble. On a vraiment ouvert les livres, quoi. C'est-à-dire qu'on a parlé qu'est-ce qu'on a dans nos voiles, comment on règle nos bateaux, qu'est-ce qu'on a choisi comme raider de mât, de dérive, on a tout posé et on a vraiment fait donc on était vraiment en mode collaboration totale. Enfin, en tout cas, du moins, on s'est rien caché. On était même à un point où on savait les voiles qu'ils avaient choisis, on savait pourquoi ils les avaient choisis. Quand on les voyait régler comme ça, des fois on leur demandait. Enfin, c'était rigolo de voir à quel point on connaissait le matériel des autres. Et du coup là, quand on est devenu partenaire, non, honnêtement, ça s'est fait assez facilement. C'était juste une question de dispo, quoi. Si on était dispo avec Noé, on le faisait. Nono, il était parti sur le circuit TF 35 en Suisse. Du coup, j'ai un petit peu navigué avec UN dans les moments où Noé était pas là. Mais non, ça s'est fait assez naturellement. On a juste entre guillemets un peu continué le travail. Enfin, en tout cas la collaboration qu'on avait mis en place cet hiver, donc avec soit Manu Dien en entraîneur, soit Françoise et ça c'est voilà. Non, c'était plutôt ouais. Voilà, ça s'est bien passé en tout cas. Ouais, dans une interview qu'on a faite dans le dernier Tip and Shaft avec Clément Pékin, il vous remerciait, toi et Noé, de ce partenariat qui estime-t-il, leur a beaucoup apporté. Au quotidien, ça veut dire quoi? Vous sortez à naviguer, vous naviguez à chaque fois à 2 bateaux, vous mesurez sur des départs, vous faites des bords bord à bord dans toutes les conditions. Raconte-nous un peu comment ça se passe, le partenaire d'entraînement sur l'eau. Il y a eu pas mal de sujets souhaités. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, pour le coup, le planning, le plan d'entraînement, c'est plus toi qui le fais, quoi. Tu suis tu peux proposer si ça a des suggestions, mais on va dire quand même, on te donne des exercices et tu vas les suivre. Après, on a beaucoup travaillé sur la partie vitesse. En tout cas, au début, ils avaient reçu pas mal de matériel. Ils avaient reçu des GV, des Fogs, des dérives. Ils avaient 3 bateaux, 2 bateaux neufs, plus le bateau du mondial. Donc, on avait ce set du mondial qu'on savait très performant. Et on voulait voir si on arrivait à
à lui ajouter encore plus d'ingrédients supplémentaires. Donc on a fait pas mal donc on a essayé les 2 bateaux. Donc vraiment, on va dire les 2 tiers du temps ont été passés sur du choix de matériel et du test de matériel pour qu'ils aient vraiment le matériel idéal pour les jeux, et surtout un matériel avec lequel ils se sentent à l'aise pour naviguer, à l'aise pour régler, que ça soit vraiment plus donc il y a eu beaucoup de ça. Et puis ensuite ça a été des petits rappels. Après c'est vrai que être partenaire d'Erwan et Clément, je veux dire, il y a pas de chantier, quoi. Ils sont champions du monde en titre. Ouais. C'est plutôt l'idée surtout, c'est l'inverse, quoi. C'est de rien casser, quoi. C'est pas le moment de casser nous, avec Noé, on va dire notre point fort, c'est la navigation en dessous de 12 nœuds, quoi. Tu vois, à partir de 10 nœuds et moins, c'est vrai que dans le petit temps, on est souvent très précis sur de la vitesse, sur des angles, sur des manœuvres. Et ça, ils ont été, voilà, on a essayé de leur donner tout ce qu'on pouvait à ce niveau-là. Enfin, du moins, on leur a raconté comment nous on fonctionnait. Ils ont un peu pioché ce qu'ils avaient envie, puis ils ont gardé ce qu'ils faisaient, qui marchait très bien. Et puis après, pour les conditions au-dessus de 12 nœuds, ils ont pas beaucoup besoin de partenaires pour le coup là. Je suis pas trop inquiet pour eux. Ouais. Aude, pour vous, quels ont été un peu les axes de travail auprès de Charline et Sarah? On rappelle que Sarah, tu la connais bien, hein, puisque vous avez fait les Jeux Olympiques de Rio ensemble. Il y avait des axes de travail particuliers? Du coup, en fait, comme la période de travail, en tout cas de partenariat, était très courte, il fallait prioriser. Et un peu comme Erwan et Clément, il y avait quand même pas mal de travail de choix de matos. Donc du coup, on était 2 bateaux sur l'eau, voire 3. Il y avait aussi les jeunes Manon et Clara qui étaient avec nous pour nous aider justement dans ce choix de matériel. Parce qu'en fait, il y a des process qui sont importants à respecter. Souvent, il y a un bateau qui ne bouge pas pour être un référentiel, et après les autres bateaux peuvent tester des voiles, des dérives, des parties de mât pour justement voir ce qui change. Et donc c'est important d'être à 2 ou 3 et qu'il y en ait un qui soit figé pour pouvoir comparer, que ce soit mieux ou moins bien. Et donc il y a eu tout ce travail justement matériel. Et après il y a eu pas mal aussi d'échanges techniques, un petit peu comme Julien et Noé. Nous on était un bon lièvre du coup pour moins de 10 nœuds. On a une très bonne speed dans ces conditions-là. Et donc du coup on a beaucoup échangé sur ces points-là, sur la technique. Donc tu disais, oui, il y avait un bateau référent qui ne bougeait pas, et après autour de ça, les autres faisaient des tests, quoi. C'est ça, donc il y a vraiment un bateau qui est référent. Donc ça, on a eu du choix de matériel à faire pendant cette période. Et après aussi, on a pas mal travaillé techniquement, parce qu'avec Mathilde, on a une très bonne vitesse dans le petit temps, comme Julien et Noé. Et donc du coup, on était une bonne référence, on va dire, dans les petits airs. Donc du coup, on a pas mal échangé techniquement aussi sur ces aspects-là. John, on est à 6 jours du coup d'envoi pour la voile de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Tu as disputé 2 fois les Jeux. Raconte-nous un peu dans quel état d'esprit on est à 6 jours. On pense à quoi pendant ces 6 jours? Qu'est-ce qu'on fait? Raconte-nous ton expérience. On demandera après à Julien et Aude leur expérience de Rio. Alors de mon côté, moi j'étais toujours très excité, hein. J'avais vraiment envie que ça commence. C'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on en parle. On sait qu'on est sélectionné depuis en général le début de l'année, voire au plus tard le mois de février-mars. Donc là, ça y est, on y est presque. Alors, en général, l'idée c'est de vraiment faire monter l'énergie au maximum, d'éviter la bêtise, c'est-à-dire la chute bête, la cheville qu'on pourrait se tordre sur le trottoir. Enfin, c'est un petit peu ça, moi, qui m'obsédait. C'était vraiment de me dire que je pouvais ne pas participer pour un truc bête. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que je me suis même réveillé juste avant les JO de Londres en me disant ça y est, j'ai mal au bas-ventre, j'ai l'appendicite, ça va être l'enfer, je vais pas pouvoir faire les Jeux. Et en fait, tout ça, c'est des petites croyances, des petites peurs qui s'installent parce que on a vraiment envie d'y être et on veut rater ça pour rien au monde. Donc, je pense que là, tous les athlètes sont super excités. Je pense qu'ils sont gonflés à bloc et dans ces moments-là, on se dit que on n'a rien à perdre. Donc, c'est vraiment là qu'il faut y aller à fond. Ouais, on peut devenir complètement hypocondriaque la dernière semaine des Jeux. C'est possible, ça peut arriver. Julien, raconte-nous comment toi tu avais vécu cette dernière semaine précédant les Jeux de Rio.
Ouais, c'est vrai que t'es quand même bien excité. Et puis puis c'est vrai que les jeux, il y a quand même tellement d'émulation par rapport à une d'autres épreuves régionales, c'est assez incroyable. Déjà t'as des événements, bah t'as la cérémonie d'ouverture qui était arrivée une semaine avant à peu près à Rio. Du coup, ça c'est pour que tu vas sur le village olympique, tu croises des stars, puis après tu fais cette cérémonie d'ouverture. Donc nous c'était à Rio, c'était au Maracana, donc tu rentres dans un stade de 100 000 personnes, tout le monde te prend en photo. Franchement, tu comprends, tu te dis pourquoi les footballeurs ils ont le melon. Après c'est une folie. Et puis tu sais plus trop, tu voles un peu quoi. T'es vraiment dans ce truc où non c'est assez c'est assez exceptionnel à vivre. Et puis en même temps t'as quand même ce plan ce plan avec les jours où tu sais que tu vas naviguer, les jours où tu sais que tu vas te reposer, que tes journées sont quand même assez rythmées. Le matin tu fais ta petite prépa physique, tu manges, tu vas au bateau, tu bricoles 1 heure, mais c'est toujours en mode fraîcheur maximum. Donc ça fait des journées quand même qui sont tranquilles. Et ce qui, ouais, non, ce qui change, c'est la sollicitation des médias, l'effervescence autour de toi. C'est vrai que c'est assez incroyable. Mais non, ouais, voilà, ouais. Donc là, une semaine des Jeux, c'est ça. Ouais. À Rio, on rappelle, c'était particulier, puisqu'en général, souvent la voile, et c'est le cas à Marseille, est pas forcément au même endroit que toutes les autres épreuves. Et à Rio, pour le coup, les grandes compétitions étaient dans la baie de Rio, ce qui rendait sans doute la vie dans le village encore plus particulière. Aude, toi, quel souvenir tu gardes de cette semaine précédant ces Jeux de Rio? Bah du coup moi je me souviens que avec Sarah en fait on avait vraiment la volonté de rentrer dans notre bulle, dans notre routine et de justement pas se faire déconcentrer par tous les à côté. C'était quelque chose qu'on avait beaucoup parlé avec notre préparateur mental. Alors elle avait déjà l'expérience de 2 Olympiades avant. Elle avait fait déjà 2 fois les Jeux. Moi c'était mes premiers et du coup ben c'est vrai comme disait Julien on est hyper sollicité. Il y avait déjà au taquet les réseaux sociaux où tout le monde, des gens qu'on n'a pas vus ou pas, avec qui on n'a pas parlé depuis 15 ans et ils viennent nous parler. Et donc l'idée c'est vraiment de rester un peu dans sa bulle. Enfin, en tout cas moi je l'avais vécu comme ça. C'était profiter parce qu'on vit pas 2 fois ce genre d'événement et en même temps pas se déconcentrer pour être prêt le jour J, être vraiment dans ses routines quoi. Donc c'était jongler entre ces deux envies, être enfin spectateur des fois parce que quand on est dans le Maracana ou quoi bah là on était un peu spectateur au final mais l'idée c'est de pas passer à côté être vraiment acteur de ces jeux en étant dans sa routine quoi. Et qu'est-ce que tu gardes de la compétition en elle-même avec quels objectifs vous arriviez à Rio à l'époque? Quel statut vous aviez en 49er FX et qu'est-ce que tu gardes de la compétition et du résultat final de la 6e place? Bah du coup avec Sarah on était vraiment outsider, enfin on n'avait jamais fait de podium sur la saison, enfin à part justement 2 semaines avant les Jeux, il y a une petite régate qui était organisée, l'Intergalactic Regatta, et là on faisait 3e, donc ça nous a mis en confiance. Et en tout cas on y allait avec un objectif de plaisir, vraiment. On savait que si on arrivait à être soudés et de prendre du plaisir, c'est là où on pourrait donner notre meilleur niveau de jeu. Et franchement, moi, c'est comme ça que je les ai vécus les Jeux. La première régate des Jeux, du coup, on la gagne. Et après derrière, enfin, je pense que on pouvait difficilement faire mieux. On finit 6e et je suis vraiment hyper ravie. Enfin, j'étais trop contente et Sarah aussi de notre résultat. C'est sûr, on est compétitrice, on aurait préféré faire mieux, mais je pense on était à notre meilleure place en tout cas et j'étais hyper contente de ce qu'on avait pu faire pendant ces Jeux, quoi. Et toi, John, tu as connu le haut avec ta 3e place, la médaille, le Graal de la voile olympique montée sur le podium, médaille de bronze en finale en 2012, plutôt le bas, on va dire, c'est toi qui nous le diras, mais une 14e place, et donc même pas de medal race en 2016 à Rio. Raconte-nous un peu comment on vit les hauts et les bas. C'est souvent ça d'ailleurs la voile olympique. Oui, absolument. J'ai eu la chance d'être médaillé à Londres, donc ça c'était génial. J'étais outsider. Je savais que j'étais très performant sur le plan d'eau de Weymouth, mais il fallait encore le concrétiser pendant les JO. Donc ça, j'étais très content d'avoir réussi à le faire.
Mais après, c'est vrai qu'à Rio, c'était une histoire complètement différente. J'arrivais en tant que favori. J'étais vice-champion du monde, un petit peu à l'image de Clément et Erwan aujourd'hui. Donc, j'avais vraiment des grosses ambitions et j'avais très envie d'aller décrocher une autre médaille. Après, on sait qu'on fait aussi un sport où on maîtrise pas tous les éléments. Et malheureusement pour moi, à Rio, ça s'est pas passé comme prévu. J'étais assez fatigué. J'avais eu du mal à gérer cette fin d'Olympiade où j'avais beaucoup donné pour essayer d'être au top sur l'ensemble des 4 années de préparation. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu pour moi. Donc, j'ai compris aussi ce que ça pouvait être de vivre une grosse désillusion. Mais finalement, j'ai énormément appris de cette expérience-là et ça m'a beaucoup relancé pour la campagne de Tokyo où dès le début de l'Olympiade, j'ai décroché un titre de champion d'Europe et une nouvelle place de vice-champion du monde. Donc, finalement, c'est vraiment dans l'adversité que l'on peut voir ce que l'on est capable de faire par la suite. Donc, je garde vraiment aussi un sentiment assez satisfaisant de comment j'ai pu rebondir après cette contre-performance de Rio. Et toi, Julien, 5e place à Rio en 49er, je l'ai dit tout à l'heure, toujours à date le meilleur résultat français dans cette série. On espère bien que Erwan et Clément vont faire mieux. C'était Tout à une fait, on espère. c'était une bonne 5e place ou une 5e place décevante pour vous? Non, je crois que c'était clairement une bonne 5e place. Nous, avec nous, on a, à l'inverse de Sarah et Aude, on a très mal commencé, puisque je crois qu'après 2 manches, on est avant-dernier ou un truc comme ça. Donc mais on est monté vraiment dans l'événement. Le deuxième jour déjà, c'était beaucoup mieux passé. Ensuite, on a cette journée de repos au milieu qui est la journée de medal race des planchistes. Du coup, on a Pierrot Lecoq qui fait médaille de bronze et évidemment Charline qui fait la médaille d'or, qu'on est tous devant devant le pain de sucre. Il y a la Marseillaise, tout le monde pleure. Enfin, laisse tomber. C'était grosse mi-journée incroyable d'émotion. Et là, je pense sans doute ça a dû vraiment nous suivre. Le lendemain, c'était le 15 août en plus, fête nationale Corse. Et avec Noé, on va naviguer dehors. Alors qu'on était dedans les 2 jours d'avant. Et là, on fait 1-1-3. Donc, meilleure journée qu'on ait jamais sorti. On fait ça au jeu. Donc, incroyable. Et on revient 4e à 1 point du podium. Enfin, voilà, les jeux sont complètement relancés. Et du coup, le lendemain, on renavigue à l'intérieur. Et là, on fait une journée moyenne. Mais bon, et on arrive en faisant 2e à la medal race à terminer 5e. Donc non, je pense qu'on a avec cette journée incroyable, on a vraiment fait nos jeux. Peut-être que si on avait navigué plus dehors, oui, on aurait pu décrocher une médaille, mais en tout cas dans les conditions, on pouvait pas faire. C'était dur de faire mieux en tout cas. Quand tu dis plus dehors, c'était en dehors de la baie de Rio, c'est ça? Il y Ouais, avait des rondes de compétition pas aux mêmes endroits, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y avait trois ronds dans la baie. Je fais attention à ce que je dis parce que j'ai John et Odd avec moi là. Et 2 ronds dehors. Ouais. Ouais. Il y a une petite différence cette année, c'est que cette fois-ci, c'est les 49ers et les 49ers FX qui ouvrent le bal. Ça sera avec les IQ Foil, sauf que la première medal race sera celle des 49ers et des 49ers FX. Julien, on va continuer avec toi. Est-ce que le fait de débuter, d'être les premiers à lancer l'équipe de France, ça peut rajouter une petite pression supplémentaire pour nos 2 duos en 49ers et 49ers FX? On part souvent, il y a une dynamique qui se met en place, tu le disais tout à l'heure, avec la médaille d'or de Charline, la médaille de bronze le même jour. Là, imaginons que Clément et Erwan, par exemple, fassent une médaille, ça peut peut-être lancer l'équipe de France. Comment tu vois ça? Ouais, je sais pas si commencer plus tôt ou plus tard, parce que en fait, une fois que c'est parti, t'as envie d'y être. Souvent, ces journées où t'attends et que c'est parti pour les autres, c'est pas les meilleures journées. Enfin, en tout cas pour moi, pour mon point de vue, les journées les plus où tu continues à t'entraîner. Enfin, du coup, je pense que ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, c'est sûr que si les autres verront, enfin, en tout cas, je pense voir Erwan et Clément faire des beaux jeux. Puis ensuite les IQ et puis pourquoi pas Erwan et Clément vont décrocher une médaille. Ouais, ça peut vraiment lancer l'équipe de France, ouais, carrément. Oui, alors est-ce que tu les vois décrocher cette médaille? Est-ce que tu les vois décrocher l'or? Si tu regardes, leur niveau, la concurrence. Alors en Forti, il y a quand même une sacrée concurrence. Hein. En gros, on a un Hollandais
qui est triple champion du monde, qui fait deuxième quand c'est Erwan et Clément qui gagnent. Ensuite, on a un Espagnol qui a fait ses troisièmes jeux, qui est toujours sur Diego Botín et Florian Trittel, qui sont toujours sur le podium championnat du monde depuis 3 ans. Diego, c'est ses troisièmes jeux, ils viennent de gagner CLGP, donc je pense qu'ils ont confiance max. Et puis après, il y a encore des très bons navigants. On sait qu'on a le croate, on sait qu'on a les polonais, on sait qu'on a donc non, je pense que le niveau il est vraiment vraiment fort en Forti. Après Erwan et Clément, clairement, pour avoir navigué avec eux pendant 2 mois, ils sont en forme. Ils sont en forme, ils sont sûrs de leur vitesse, sûrs de leur matos, ils ont confiance en eux. On a fait une petite régate d'entraînement, ils ont largement répondu présent. Dans les mauvaises manches, ils remontaient. Dans les bonnes manches, ils gagnaient. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment tout pour aller décrocher cette médaille. Aude, Charline et Sarah sont pas forcément dans la même disposition, hein. Leur meilleur résultat, tu le disais tout à l'heure, c'est une 6e place au championnat d'Europe en fin d'année dernière. Qu'est-ce que, selon toi, à quoi elles peuvent prétendre sur ces jeux? Est-ce que ça peut être une des surprises de cette série? Et quand tu vois la concurrence, est-ce que tu te dis qu'elles peuvent même peut-être décrocher un podium? Quel est ton regard sur leur chance de bien figurer à Marseille? Du coup, je pense que c'est sûr qu'elles arrivent en tant qu'outsiders. Par contre, là où elles sont vraiment très fortes, et je pense que, enfin moi en tout cas, je crois qu'elles peuvent aller décrocher une médaille, c'est dans les petits airs. Enfin, c'est là où en tout cas elles ont montré leur meilleure performance, parce que je parlais du championnat d'Europe 2023, mais cette année, le championnat d'Europe 2024, elles font deuxième. Donc elles sont vice-championnes d'Europe cette année, et du coup, enfin vraiment, je pense qu'elles ont une grande capacité à avoir une médaille dans les petits airs. Après, dans plus de vent, il y a quand même des concurrentes assez sérieuses, donc ce sera beaucoup plus challengeant. Mais je pense qu'elles ont quand même bien bossé ces derniers mois, et de toute façon, les jeux, on sait jamais ce qui va se passer. C'est rarement un seul type de conditions, surtout à Marseille, sur toute la semaine. Donc c'est un mixte souvent. Et donc on verra. Mais s'il y a plutôt du petit temps, moi je mettrai une pièce sur elles. Et après, par contre, là où elles sont vraiment très fortes, enfin là où en tout cas elles m'impressionnent, c'est mentalement, c'est qu'elles ont la capacité en fait à mettre 100% de ce qu'elles ont travaillé en place, même si aujourd'hui il faut le dire, c'est pas les meilleures techniquement. Par contre, elles vont utiliser 100% de leur niveau technique, et ça c'est très fort. Et donc du coup, je pense qu'elles peuvent créer la surprise. Ouais, et on rappelle qu'elles ont beaucoup d'expérience, hein. Charline, championne olympique en 2016, médaille d'argent en 2021 en planche. Sarah a très très longtemps navigué en laser radial. Je crois qu'elle a même été championne du monde, si je me trompe pas, avant de passer en 49er FX. Ça peut jouer aussi. John, quel est ton regard, toi, sur les chances de ces deux duos sur ces Jeux de Paris 2024? Je vais rejoindre un petit peu ce qu'ont dit Julien et Aude. Évidemment, ils ont navigué au quotidien avec eux, donc ils ont un regard bien plus affûté que le mien. Moi, pour avoir suivi de l'extérieur la compétition, comme je te le disais la dernière fois, ce qui m'a frappé chez Erwan et Clément, c'est leur capacité à performer sur une épreuve de référence. Et je pense que ça, c'est un élément qui est primordial pour être capable de performer pendant les Jeux. En général, quand on fait une médaille aux Jeux, c'est pas un hasard, hein, ça sort pas de nulle part. Ça, c'est une performance qui a déjà été faite avant. Donc, je pense que c'est clairement un équipage qui a vraiment une chance de ramener une médaille, et peut-être même la plus belle si les conditions sont plutôt musclées. À l'inverse, Charline et Sarah, pour moi, mon regard est beaucoup plus mitigé. Effectivement, j'ai l'impression qu'elles sont capables de performer dans les petits airs. Effectivement, elles ont une grosse expérience des jeux et elles sont capables de mettre tout en place pour pouvoir arriver. Je pense que effectivement, si elles ont une semaine avec du petit temps, il y aura peut-être une chance de médaille, mais de manière très objective et pragmatique, pour avoir suivi de l'extérieur, je les ai jamais vues performer à un niveau qui pourrait mériter une médaille sur l'ensemble de la campagne. Effectivement, elles ont fait un beau championnat d'Europe sur des conditions très très légères, ou un championnat qui a été laborieux, où on n'a pas eu toutes les manches, etc. Les Jeux, c'est différent, il y a des journées de repos, tout est fait pour que le programme soit fait dans la globalité. Donc ça voudrait dire que sur l'ensemble du programme, on n'est que des manches de petit temps. J'ai du mal à y croire.
Après, je peux me tromper et j'espère me tromper. Donc, on verra ce qui va se passer. On espère effectivement aussi la tromper. Julien, quelle est la tendance du moment sur le plan d'eau de Marseille? Tu disais qu'il y a eu un énorme orage l'autre jour avec beaucoup de Mistral et du clapot de 2 mètres, mais si on regarde la semaine à venir, j'imagine que tout le monde commence à regarder la météo à quelques jours du côté de Marseille. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégagerait? Oh, c'est de la houle de 2 mètres, hein, quand même. C'est pas parce que c'est De la la houle de 2 Méditerranée que, mètres, ouais. oui, voilà. Oui, oui. Ouais, là, on attend un peu de Mistral les jours qui arrivent là, donc des conditions d'entraînement un petit peu musclées. Mais à partir de jeudi, on arrive vraiment dans des conditions estivales marseillaises. C'est du grand beau temps, pas de vent le matin, du thermique l'après-midi, plus ou moins fort, mais voilà, ce sera vraiment dans des conditions d'été, quoi. Il va faire chaud. Et sans doute le vent va se lever aux alentours de midi et demi, 13h, et peut-être monter jusqu'à 12-15 nœuds les bons jours. Voilà. C'est D'accord. plutôt ça qu'on attend. Donc ça serait plutôt des conditions favorables à Charline et Sarah. Alors on entend ce que disait Aude tout à l'heure. En tout cas pour la fin de semaine. Après la semaine prochaine, Oui, bien sûr. je sais pas. Ouais. On va parler d'une façon plus générale. Là, on vient de parler de 2 séries. J'entends beaucoup de gens, en tout cas dans l'encadrement de l'équipe de France, et je crois que même John était assez d'accord avec ça, dire qu'on n'a jamais eu une équipe de France aussi forte. Est-ce que c'est votre avis? Et si je vous demande un peu de vous mouiller et de me dire combien de médailles la France va décrocher, on va demander à Aude. Tiens, Aude, si je te demande de te mouiller un peu, d'évaluer les chances françaises de médailles sur ces JO. C'est dur à faire ça, comme je voudrais pas leur porter la poisse surtout. Mais en effet, je pense qu'on a quand même là une sacrée équipe de France qui a déjà qui a montré en tout cas des beaux résultats sur ces 2 dernières années, que ce soit en kitesurf, en 4-7, en forti aussi, en laser, et au final les autres qui n'ont pas forcément fait de médaille, on sent qu'ils sont sur une pente de progression montante. Donc sur 10 séries, moi j'ai envie de dire 6 ou 7, mais parce que je suis toujours une optimiste. Après on verra. Allez. Allez John, 6 ou 7, tu prends le pari? Ah, ça me paraît un peu élevé, mais pourquoi pas? Moi, je signe, plus il y a de médailles. On va dire 7 parce que je suis née à 7 et c'est un très bon chiffre. Voilà. Bon, c'est ça, chiffre porte-bonheur. En dehors de la superstition, John, toi, dis-nous un peu comment tu vois cette équipe de France et si tu devais, on a parlé d'Erwan et Clément, mais nous citer, tu vas en parler sans doute sur les antennes de France Télé, mais si tu devais citer auprès du grand public les principales chances de médaille française, dis-nous quelles seraient-elles? Pour moi, effectivement, les 3 grandes chances de médaille, ça va être le kite, féminin et masculin, avec une vraie chance de médaille, peut-être même en or pour Lauriane, qui est très solide et, comme je l'ai déjà dit, me paraît être vraiment dans une dynamique très intéressante. Après, je pense qu'on peut vraiment espérer une belle médaille aussi en 4,70 mixte. Je pense que c'est un équipage aussi qui a une grosse expérience. Camille, elle est double médaillée. Jérémy, les champions du monde, ils sont à la maison. Je pense que là, c'est quelque chose qui peut vraiment très bien fonctionner. Ensuite, il y a évidemment le duo avec Clément et Erwan, sur lequel je mise beaucoup parce que je trouve que, pareil, l'état d'esprit est bon. Je suis très heureux d'avoir entendu Julien qui nous a confirmé ça pour les avoir côtoyés récemment parce que je pense que c'est un équipage qui peut vraiment lancer la dynamique. Je pense aussi que Nicolas Goyard peut faire quelque chose de très intéressant s'il arrive à rentrer en finale. Après, chez eux, le format est tellement particulier où il faut vraiment être dans cette finale pour avoir la chance de gagner la médaille. Bon voilà, s'il rentre en finale, c'est clair qu'il faudra compter sur lui. Et puis après, j'ai mon copain de toujours, hein, Jean-Baptiste, 5e fois au jeu. J'espère que ça va être la bonne. Donc en tout cas, je lui souhaite et si on peut l'encourager, lui donner un peu d'énergie supplémentaire, je pense qu'il faut pas se gêner.
Jean-Baptiste Bernas qui vient de gagner, qui a récemment gagné la semaine de Kiel et qui était champion du monde de laser d'île cassette, on dit, en 2022. Julien, est-ce que John a bien résumé la situation? Toi, tu es assez d'accord sur ce chiffre? Alors, Aude dit 7 parce que c'est son chiffre porte-bonheur, mais est-ce que ça va être entre 3, 4, 5, 6, 7? Comment tu vois les choses, toi? Ouais, bah, j'aime bien l'analyse de Odd. Hein. C'est vrai que c'est. Non, mais On aime tous, on aimerait ouais, tous. honnêtement, ça peut vraiment être une surprise incroyable, cette équipe de France de voile au jeu là. Quand John en parle là, on se rend compte qu'ils peuvent tous sortir leur épingle. Franchement, ouais, je suis complètement d'accord avec lui. Lauriane en kite, c'est sûr. Enfin, elle va défoncer le game. Franchement, il y a vraiment de grandes chances. Axel, et puis Nico Gouillard en planche, il a fait toutes les finales de l'année. Il y était. Du coup, on a quand même de bons espoirs qu'il y soit. Et puis JB, c'est 5e jeu, c'est les bons ceux-là, John. C'est parti là. Ah, j'espère. En tout cas, je suis de tout cœur avec lui. Et non, et après on a aussi en AK, on a Chimelu. Moi, j'ai eu la chance de suivre un entraînement avec eux. Ils m'ont fait rêver. Je les ai vus tourner sur parcours. Ils ont volé du début à la fin. C'était un vol super stable. C'était clair, c'était nickel. On sent que c'est eux. Ils ont voilà, en tout cas, on peut compter sur eux pour jouer leur va-tout, quoi. Ça va être, on va avoir dans leur série, on aura l'italien qui sera devant, qui va être très dur à prendre, l'anglais aussi qui est compliqué, mais ils ont vraiment une 3e place à aller chercher. Donc ouais, 7, on en rêve, hein. Grave. Bon, on en rêve tous, effectivement. Eh bien, écoutez, le décor est planté. Il y a plus qu'à, comme on dit. On va juste terminer en faisant un petit tour de table avec vous pour savoir de quoi la suite sera faite. Julien, je disais en introduction que c'était sans doute ta dernière PO. Est-ce que c'est le cas et si oui, est-ce que tu as déjà programmé la suite? Non, je me mets pas trop de limites, moi, ces histoires d'âge et tout, je sais pas encore. Los Angeles, Brisbane, on verra bien. Tu vas nous faire comme Santiago Lange, la légende du Nacra 17 argentin qui a été Exactement. champion olympique à Rio. Je sais pas quel âge il avait, mais il avait 45-50 ans, je crois. C'est ça. En plus, John a un bon gabarit d'équipier, mais ça peut être, pourquoi pas, quoi. Bon, plus sérieusement, Julien, quelle va être la suite pour toi? Écoute, en tout cas, je crois que je vais me retirer de la voile olympique. Je crois que c'est bon. Je crois que c'était bien d'essayer de retourner avec Nono, mais là, je crois que le physique nous commence à nous dire de temporiser, enfin, en tout cas, de faire attention. Donc, et puis après, là, dans la vie professionnelle, honnêtement, à ce stade, je suis pas encore vraiment calé. Donc, D'accord. j'en sais pas plus. On pourrait te retrouver un jour dans l'encadrement d'une équipe de France de voile olympique. Est-ce que ça fait partie des possibilités? Ouais, bah, de toute façon, je serai à Marseille, donc après, je serai là pour aider les Fortis si on a besoin de moi, avec plaisir. Ouais. Bon, il y a un bel outil sur place maintenant à Marseille en plus. Ouais, carrément, avec cette magnifique marina, c'est sûr. Aude, toi, tu disais tout à l'heure que tu avais terminé tes études avant de te relancer sur cette préparation olympique. Est-ce que ça veut dire que tu as déjà programmé une éventuelle reconversion ou toi, tu imagines te relancer sur une nouvelle PO avec Los Angeles en ligne de mire? Alors, du coup, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Donc, je suis Ah diplômée bon, d'une école d'ingénieur mais j'ai pas envie d'exercer finalement en tant qu'ingénieur. Et donc, j'ai aussi la volonté d'arrêter ma carrière sportive. Donc, c'est vraiment une reconversion dans le cadre professionnel et enfin, j'arrête tout et je change tout. En gros, j'ai envie de me lancer dans l'enseignement. Et donc j'ai déjà entamé un peu les démarches pour passer le concours pour être professeur des écoles l'année prochaine. Donc voilà, c'est un peu les plans. bon, et est-ce que tu resteras proche du milieu sportif et proche de la voile? Est-ce que tu vas complètement arrêter de naviguer ou de temps en temps tu iras mettre à l'eau un petit FX s'il en reste un à la marina à Marseille? Après, si on m'appelle pour faire des piges sur des sessions d'entraînement, c'est avec grand plaisir. Je pense la voile olympique, c'est sûr que je reviendrai pas en compétition. Après, bien sûr,
je serai jamais bien loin de l'eau. J'ai très envie de me mettre à la wing, je fais un peu de kite, donc ce sera peut-être plus de la nave plaisir que de compétition, mais après, la vie est encore longue, donc il peut se passer plein de choses. C'est évident. On va finir par John. Toi, la reconversion a déjà bien débuté. Hein. Tu es donc consultant pour France Télévisions, mais à côté de ça, tu fais beaucoup d'interventions en entreprise et autre chose. Et quel va être le programme post-olympique pour toi, John? Oui, effectivement, pour moi, j'ai bien avancé dans ma reconversion. Alors, c'est sûr et certain que je referai pas de voile olympique. Hein. Je suis désolé de te décevoir, Julien. Ah, mais tu dis ça là à froid, mais à chaud. Ah, mais par contre, c'est sûr que je suis un véritable passionné, donc je vais continuer de suivre d'extrêmement près les performances des prochains en équipe de France, parce que c'est toujours quelque chose qui m'a passionné tout au long de ma vie, et je vais toujours garder un œil vraiment attentif là-dessus. Et après, aujourd'hui, là, je viens d'obtenir mon certificat en coaching à Paris Dauphine. Donc aujourd'hui, j'interviens essentiellement dans les entreprises sur des problématiques managériales, alors que ce soit sous forme de conférences ou maintenant de coaching d'équipe ou de coaching individuel plutôt de dirigeants ou de top managers. Donc j'ai vraiment développé cette activité-là qui commence à vraiment prendre son envol. Donc pour moi, je pense que je vais me concentrer sur cette partie. Et puis évidemment, je suis un passionné de voile, j'ai toujours d'autres rêves, donc je regarde avec attention ce qui se passe aussi dans d'autres domaines. Donc on verra un peu de quoi l'avenir sera fait. Eh bien, bel exemple de reconversion sportive. On souhaite à nos 14 athlètes français les meilleurs Jeux Olympiques. On rappellera Aude à la fin de ces JO, si la France a 7 médailles, on sera obligé de lui... Je vais aller poser un cierge à la bonne mère. Voilà, tu peux aller poser 7 cierges à la bonne mère. Et on vous remercie, je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir livré vos analyses d'experts de la voile olympique avant le coup d'envoi de ces JO. On se donne rendez-vous mardi prochain. On sera en plein milieu des compétitions de 49ers, je crois, et de planche. Donc on fera une analyse des premières régates, et le mardi suivant également. Et on terminera par un bilan de ces Jeux le 13 août. Je vous remercie tous les trois. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée à tous, parce que ce podcast sera mis en ligne demain mardi. Et quant à nous, on se retrouve donc mardi prochain pour un 175e épisode de Pause Report. À bientôt. Merci Axel. Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!